Tu te réveilles, il fait encore noir. Ou peut être que le soleil commence à entrer par les rideaux, tu ne sais pas vraiment, parce que tu n'as pas encore ouvert les yeux complètement. Ton corps est encore lourd, ta tête encore floue. Et pourtant ta main bouge déjà. Elle cherche quelque chose sur le lit, sur la table de nuit, sous l'oreiller si c'est là où tu le poses la nuit. Elle cherche ton téléphone. Pas parce que quelqu'un t'a appelé, pas parce que tu attends une urgence, juste parce que ta main bouge. Tu déverrouilles l'écran. Tu ouvres Instagram ou TikTok ou les messages. Tu scrolles pendant 30 secondes, 2 minutes, 7 minutes, tu sais pas exactement combien de temps. Et puis tu poses le téléphone et tu commences ta journée. Ce rituel, tu le répètes depuis des années. Et si quelqu'un te demandait pourquoi tu fais ça, tu dirais probablement que tu vérifies juste tes messages, que c'est ton réveil, que tu regardes l'heure. Mais quelque part, tu sais que c'est pas vraiment ça. Ce que tu fais chaque matin, avant même d'avoir pleinement conscience d'être réveillé, c'est céder à une impulsion que tu n'as pas choisie. Et cet audiolivre est là pour te montrer exactement pourquoi. Pas pour te culpabiliser, pas pour te dire de jeter ton téléphone, mais pour rendre visible quelque chose qui s'est passé dans ton cerveau progressivement, sans que personne ne t'en parle vraiment. Parce qu'une fois que tu vois ce mécanisme, tu ne peux plus l'ignorer. Intro, le vol silencieux. En 2023, une étude publiée par des chercheurs de l'Université de Californie a établi que l'être humain moyen touche son téléphone 2610 fois par jour. Pas 2610 fois qu'il l'utilise consciemment, 2610 fois qu'il le touche. Ce chiffre inclut les fois où tu le saisis pour le poser aussitôt, les fois où tu l'allumes et tu l'éteins sans savoir pourquoi, les fois où ta main part vers ta poche sans que tu aies décidé quoi que ce soit, 2610 gestes par jour que tu n'as pas vraiment choisi. Et si je te dis ça, c'est pas pour te faire peur. C'est parce que ce chiffre révèle quelque chose que la plupart des gens ne veulent pas regarder en face. La question n'est plus de savoir si tu utilises trop ton téléphone. La question est de comprendre pourquoi tu peux pas t'en empêcher. Il y a une réponse à cette question. Une réponse précise, neurologique, documentée. Et cette réponse ne ressemble pas à ce que les articles de magazines te disent quand ils parlent de détox numérique ou de semaines sans réseaux sociaux. La vérité est à la fois plus simple et beaucoup plus profonde. Ton cerveau a été reprogrammé. Pas métaphoriquement, littéralement. Les connexions neuronales dans ton cortex préfrontal, dans ton striatum, dans ton système limbique ont été modifiées par des années d'exposition à un outil conçu, ingénié, optimisé par des centaines d'ingénieurs dont le seul travail était de rendre ton attention impossible à détacher. C'est pas ta faiblesse, c'est leur compétence. Pense à ça une seconde. Chaque grande industrie de l'histoire a cherché à vendre quelque chose. La nourriture, le vêtement, le logement, le divertissement. Ce que l'industrie technologique vend, c'est différent. Elle ne vend pas un produit que tu consommes et qui disparaît. Elle vend ton attention, une ressource que tu produis en permanence et dont tu as besoin pour vivre. Et elle a construit une infrastructure d'une sophistication sans précédent pour en extraire le maximum possible, chaque minute de ta journée. Ce que cet audiolivre va faire, c'est te donner les lunettes pour voir cette infrastructure. Pas pour te mettre en colère contre elle, mais pour cesser d'en être le rouage inconscient. Parce que comprendre le mécanisme, c'est la seule façon de ne plus en être prisonnier. Alors on commence. Mais d'abord, une chose importante. Ce que tu vas entendre dans cet audiolivre n'est pas de la théorie abstraite. Ce sont des mécanismes biologiques réels, documentés par des centaines d'études en neurosciences, en psychologie comportementale et en sciences cognitives. Des mécanismes qui opèrent dans ton cerveau en ce moment même, pendant que tu écoutes ces mots. Et ce sont aussi des mécanismes que tu peux modifier, pas en quelques heures, pas sans effort, mais de façon réelle, mesurable et durable. On commence par le commencement, par la molécule que tout le monde connaît et que presque personne ne comprend vraiment. Chapitre 1. La dopamine, ce qu'on t'a dit et ce qui est vrai. Tu as déjà entendu parler de la dopamine. C'est l'hormone du bonheur, du plaisir, de la récompense. Quand tu manges quelque chose de bon, ton cerveau libère de la dopamine. Quand tu reçois un like sur ta photo, c'est de la dopamine. Quand tu gagnes de l'argent, quand tu tombes amoureux, quand tu finis un bon film, dopamine, dopamine, dopamine. Le problème avec cette explication, c'est qu'elle est fausse. Ou plutôt, elle est incomplète d'une façon qui change absolument tout. La dopamine n'est pas l'hormone du plaisir, c'est l'hormone de l'anticipation. C'est pas la même chose. Et comprendre la différence, c'est comprendre pourquoi tu scrolles pendant 20 minutes sans jamais trouver ce que tu cherches et pourquoi tu recommences quand même. Voici ce qui se passe vraiment. Ton cerveau produit de la dopamine non pas quand tu reçois quelque chose de bon, mais quand il prédit que quelque chose de bon va arriver. C'est une distinction cruciale.
Le pic de dopamine se produit dans l'anticipation, dans le moment juste avant la récompense, pas pendant, pas après, juste avant. Les neuroscientifiques appellent ça le système de récompense dopaminergique. Et ce système a été façonné par des millions d'années d'évolution pour te maintenir en vie. Quand tu chassais dans la savane, c'était la dopamine qui te donnait l'énergie de poursuivre. Pas la satisfaction d'avoir mangé le désir de continuer à chercher. La dopamine est le moteur de la recherche, pas de la satisfaction. Elle te pousse à avancer vers la récompense. Mais elle ne te donne pas la récompense elle-même. Et maintenant, réfléchis à ce que tu fais quand tu scrolles. Tu ouvres ton feed. Il y a peut être quelque chose d'intéressant. Ou peut être pas. Tu scrolles encore. Peut être là, non. Encore. Là, peut être. Et c'est exactement ce mécanisme que les plateformes ont exploité. Pas le plaisir, l'anticipation. Pas la récompense, la possibilité de la récompense. Il y a un terme pour ça en psychologie comportementale, le renforcement à ratio variable. C'est le mécanisme le plus puissant connu pour créer un comportement compulsif. Tu la peux être vu à l'œuvre sous une autre forme, la machine à sous. La machine à sous ne te donne pas de l'argent à chaque fois que tu tires le levier. Elle t'en donne parfois de façon imprévisible, aléatoire. Et c'est précisément cette imprévisibilité qui rend le comportement impossible à arrêter. Ton cerveau ne peut pas résister à la possibilité d'une récompense. Il est biologiquement incapable de s'arrêter tant que la possibilité existe. Léa a 29 ans. Elle travaille dans le marketing à Lyon. Elle m'a dit un jour quelque chose qui m'a frappé. Elle m'a dit « Je sais que je perds mon temps quand je scrolle. Je sais que je ne cherche rien de précis. Mais je continue quand même. C'est comme si mon pouce avait sa propre logique. » Elle a raison. Son pouce a sa propre logique. Parce que c'est pas elle qui décide quand arrêter, c'est son système dopaminergique qui attend une récompense qui ne vient jamais vraiment. Et voilà ce qu'on ne t'a pas dit, la dopamine crée le désir, pas la satisfaction. Sur un feed infini, la récompense arrive juste assez souvent pour maintenir le désir, mais jamais assez pour le satisfaire vraiment. C'est une boucle d'anticipation sans fin. C'est pas une métaphore, c'est de la biologie. Il y a autre chose que tu dois savoir sur la dopamine. Quand le niveau de dopamine chute brutalement après un pic, quand tu poses ton téléphone après avoir scrollé, ton cerveau plonge dans une légère souffrance, une légère irritation, une légère anxiété. Rien de dramatique. Juste assez pour que reprendre le téléphone soit la solution la plus simple. Ce phénomène a un nom, le creux dopaminergique. Et il t'a probablement fait reprendre ton téléphone des milliers de fois sans que tu comprennes pourquoi. Il y a encore une chose que tu dois comprendre sur la dopamine avant d'aller plus loin. Quand tu scrolles pendant 20 minutes et que tu poses enfin ton téléphone, tu ne te sens pas reposé. Tu te sens vaguement vide, un peu irritable, légèrement insatisfait sans savoir pourquoi. Et souvent, quelques minutes plus tard, tu reprends le téléphone. C'est pas un hasard. Quand le niveau de dopamine chute après un pic artificiel, quand la boucle d'anticipation s'interrompt, le cerveau plonge dans ce qu'on appelle le creux dopaminergique, une légère souffrance. Pas dramatique, pas consciente, juste assez inconfortable pour que reprendre le téléphone soit la solution la plus simple. Et chaque fois que tu le reprends pour soulager ce creux, tu renforces un peu plus la boucle. Tu apprends à ton cerveau que le téléphone est le remède à l'inconfort que le téléphone lui-même a créé. C'est une mécanique d'addiction classique. Et tu la vis probablement des dizaines de fois par jour. Tu n'es pas en train de chercher quelque chose. Tu es piégé dans une boucle d'anticipation sans fin. Et cette boucle, elle a été conçue. Chapitre 2. Les architectes de ton addiction. En 2010, Sean Parker, le cofondateur de Facebook, a donné une interview qui a fait peu de bruit à l'époque, mais qui est devenue l'une des confessions les plus importantes de l'histoire de la technologie. Il a dit, mot pour mot, comment est-ce qu'on consomme autant de temps et d'attention possible ? On doit de temps en temps te donner une petite dose de dopamine sous forme d'un like ou d'un commentaire sur ta photo ou ton post. Et ça va te pousser à en apporter plus de contenu. C'est une boucle de validation sociale. Ça exploite exactement une vulnérabilité de la psychologie humaine. Sean Parker ne découvrait pas quelque chose de nouveau. Il décrivait ce qu'ils avaient fait intentionnellement. Asa Raskin est le fils de Jeff Raskin, l'un des créateurs de l'interface Macintosh. En 2006, il travaillait pour une start-up et il a inventé le scroll infini, ce défilement, sans fin, que tu utilises sur Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn. Quelques années après, il a publiquement exprimé ses regrets. Il a calculé que son invention fait perdre à l'humanité environ 200 000 heures d'attention collective par jour. Et il a dit, dans une interview en 2010 à 8, « Derrière chaque écran de ton téléphone, il y a littéralement une armée de 1000 ingénieurs dont le boulot est de faire que tu n'arrêtes pas de scroller. » Il y a une autre confession qui me frappe encore plus que celle de Parker. Tristan Harris a été ingénieur de persuasion chez Google pendant plusieurs années.
Son travail consistait littéralement à rendre les produits Google plus difficiles à quitter. En 2016, il a claqué la porte et fondé le Center for Human Technology. Et il a dit je n'ai jamais vu une industrie qui reconnaisse aussi clairement que son produit est conçu pour créer une dépendance, tout en continuant à le faire à grande échelle. C'est pas de la paranoïa, c'est littéralement le modèle économique. Les plateformes ne vendent pas un service, elles vendent ton attention. Leurs revenus publicitaires dépendent directement du temps que tu passes sur leurs applications. Chaque minute de plus que tu scrolles représente de l'argent. Chaque session plus longue représente plus de publicité vue. Et pour maximiser ce temps, elles ont appliqué tout ce que la neuroscience comportementale a découvert sur les mécanismes d'addiction. Les notifications ne sont pas là pour t'informer, elles sont là pour te faire revenir. Chaque notification est une interruption calculée, un signal extérieur qui dit à ton cerveau peut être qu'il y a une récompense qui t'attend. Et ton cerveau, biologiquement, ne peut pas ignorer ça. L'attention humaine est câblée pour détecter les changements dans l'environnement. C'est un mécanisme de survie millénaire. Et les plateformes l'ont transformé en piège. Les likes arrivent avec un délai légèrement variable. Pas immédiatement, pas jamais, parfois après 30 secondes, parfois après 10 minutes. Ce délai variable, ce n'est pas un bug, c'est une feature. C'est exactement le mécanisme qui rend les machines à sous-addictives. BJ. Fogg, chercheur à Stanford, qui a formé des dizaines d'ingénieurs de la Silicon Valley à la conception comportementale, l'a dit ouvertement dans ses cours, la variabilité est la clé. Un délai prévisible se désensibilise rapidement. Un délai imprévisible maintient l'attention indéfiniment. Les autoplays vidéo commencent avant que la précédente soit terminée. Le chargement est quasi instantané. Les interfaces sont conçues pour éliminer toute friction entre toi et le contenu suivant. Chaque milliseconde de délai est un risque que tu te déconnectes. Donc il supprime chaque milliseconde. Thomas a 35 ans, il est développeur web à Bruxelles. Il m'a dit « Je me suis rendu compte un jour que j'avais passé 3 heures sur YouTube en ayant eu l'intention de regarder une seule vidéo de 5 minutes. J'avais commencé avec une recette de cuisine et je m'étais retrouvé sur un documentaire sur les requins. Ce n'est pas un manque de discipline de la part de Thomas, c'est l'autoplay. C'est l'algorithme qui sait que si la prochaine vidéo commence automatiquement, Thomas restera probablement. Et si elle est légèrement plus émotionnellement stimulante que la précédente, il restera encore plus longtemps. L'algorithme apprend. Il enregistre combien de temps tu restes sur chaque type de contenu. Il cartographie ton profil émotionnel. Il sait que tu cliques plus sur des contenus qui génèrent une légère indignation que sur des contenus neutres. Il sait que la peur retient l'attention plus longtemps que la joie. Il sait que la controverse génère des commentaires et que les commentaires maintiennent l'engagement. Alors, il t'en donne plus. Ce n'est pas que tu es faible, c'est que tu te bats contre les meilleurs ingénieurs comportementaux de la planète, avec des milliards de dollars de recherche derrière eux, armés de tout ce que la psychologie connaît sur la façon dont le cerveau humain fonctionne. Et tu le fais seul, avec juste ta discipline. Changer de perspective sur ça n'est pas une excuse. C'est le début d'une stratégie réelle. Chapitre 3. Ce que ça détruit vraiment. Quand on parle de l'impact du téléphone sur notre vie, on parle presque toujours de temps perdu. Tu pourrais lire un livre avec ce temps. Tu pourrais faire du sport. Tu pourrais être plus productif. Et c'est vrai. Mais c'est la partie la moins grave. Parlons de ce que personne ne te dit. Premier impact, ta mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est ta capacité à tenir plusieurs informations dans ta tête en même temps pendant que tu réfléchis. C'est ce qui te permet de suivre un raisonnement complexe, d'élaborer une idée de bout en bout, de résoudre un problème avec plusieurs variables. Des études publiées par l'Université de Chicago ont montré que la simple présence d'un téléphone sur ton bureau, même éteint, même retourné, réduit tes performances cognitives. Pas parce que tu l'utilises, parce que tu sais qu'il est là. Ton cerveau consacre une partie de sa capacité à surveiller la possibilité d'une notification. Cette surveillance inconsciente a un coût cognitif réel et mesurable. Deuxième impact, ton attention soutenue. Gloria Mark, chercheuse en informatique à l'Université de Californie à Irvine, a étudié pendant des années combien de temps les gens peuvent rester concentrés sur une tâche avant d'être interrompus ou de s'interrompre eux-mêmes. En 2004, la moyenne était de 2 minutes et demie. En 2012, elle était descendue à 75 secondes et ses recherches les plus récentes indiquent 47 secondes. 47 secondes de concentration soutenue avant que le cerveau cherche une distraction. Ce n'est pas la même chose que de ne pas être discipliné. C'est une dégradation neurologique mesurable de ta capacité à te concentrer. Et ça ne s'arrête pas là. Chaque interruption, même brève, même autogénérée, coûte ce que les chercheurs appellent un
coup de commutation. Ton cerveau a besoin, en moyenne, de 23 minutes pour retrouver un état de concentration profonde après une interruption. 23 minutes. Si tu regardes ton téléphone toutes les 10 minutes au travail, tu n'entres jamais vraiment en concentration profonde. Tu passes la journée dans une zone de demi-présence assez alerte pour fonctionner, pas assez concentrée pour créer quelque chose de vraiment bon. Troisième impact, ta créativité. La créativité ne surgit pas pendant que tu fais quelque chose. Elle surgit pendant les moments de transition, les moments de rien, les moments où ton cerveau erre librement. Les neuroscientifiques appellent ça le mode par défaut, le default mode network. C'est un réseau neural qui s'active quand tu ne fais rien de précis. Et c'est là que naissent les idées, les connexions inattendues, les solutions créatives, les rêveries qui deviennent des projets, les questions qui deviennent des directions. Chaque fois que tu remplis un moment de vide avec ton téléphone dans l'ascenseur, dans la file d'attente, entre deux réunions, tu court-circuites ton mode par défaut. Tu le prives du carburant dont il a besoin pour fonctionner. Quatrième impact, ton sommeil. La lumière bleue des écrans supprime la mélatonine, l'hormone qui déclenche le sommeil. Mais ce n'est pas seulement ça. Quand tu regardes ton téléphone avant de dormir, même des contenus détendus, tu maintiens ton cerveau dans un état d'alerte cognitive. Les contenus des réseaux sociaux sont conçus pour générer des micro-émotions, surprise, curiosité, légère irritation, désir. Ces émotions augmentent le cortisol, l'hormone du stress. Et le cortisol est biologiquement incompatible avec le sommeil profond. Yasmine a 32 ans. Elle est infirmière à Montréal. Elle se réveillait tous les matins épuisée malgré 8 heures de sommeil. Jusqu'au jour où une amie lui a suggéré de ne plus toucher à son téléphone 2 heures avant de dormir. 3 semaines plus tard, elle dormait 7 heures et se réveillait vraiment reposée. C'était pas la durée du sommeil qui avait changé, c'était la qualité. Le sommeil profond, la phase de récupération neurologique, avait enfin pu faire son travail. Cinquième impact, et c'est celui qui fait le plus mal quand on le voit vraiment, tes relations. Il y a un terme en anglais pour ça, phubbing. C'est le fait d'ignorer quelqu'un en face de toi pour regarder ton téléphone. Des recherches publiées dans le Journal of Applied Social Psychology ont montré que le simple fait de poser son téléphone face visible sur la table pendant un repas réduit la qualité perçue de la conversation par les deux personnes. Pas parce que tu l'utilises juste parce qu'il est là, visible, potentiellement actif. Tes proches le sentent, pas toujours consciemment. Mais ils sentent quand tu n'es pas vraiment là, quand tu hoches la tête mais que ton regard part, quand tu écoutes mais tu penses à ce que tu as vu sur ton feed il y a 10 minutes. Quand ta présence physique est là, mais ta présence réelle ne l'est pas, la présence est la chose la plus précieuse que tu puisses offrir à quelqu'un. Et elle est en train de disparaître lentement, silencieusement, sans que personne ne l'ait décidé. Sixième impact, l'image que tu as de ta vie. Les réseaux sociaux te donnent en permanence accès à une version surexposée, sélectionnée et amplifiée de la vie des autres. Pas leur vraie vie, leur vie mise en scène. Et ton cerveau, qui a évolué pour se comparer aux membres de son groupe social, ne fait pas la différence, il prend ces images au sérieux. Il les utilise comme référence. Résultat, une étude menée par l'Université de Pennsylvanie en 2010-8 a montré que réduire son usage des réseaux sociaux à 30 minutes par jour réduit significativement les symptômes de dépression, d'anxiété et de solitude perçue. Pas les supprimer, juste les limiter à 30 minutes. L'effet était mesurable en seulement 3 semaines. Ce que tu consommes forme ce que tu ressens sur toi-même. Et si ce que tu consommes est une galerie permanente de vie idéalisée, tu finiras par avoir l'impression que la tienne ne suffit jamais. Chapitre 4. Le monde sans ennui et pourquoi c'est la pire chose qui te soit arrivée. Pense à la dernière fois où tu t'es vraiment ennuyé. Pas fatigué, pas inoccupé, vraiment ennuyé dans cette zone inconfortable où le temps passe lentement, où il ne se passe rien d'extérieur, où ton esprit tourne sans s'accrocher à rien de précis. Tu t'en souviens ? Probablement pas très bien, parce que ça fait longtemps que ça n'existe presque plus. On a éliminé l'ennui de notre vie avec une efficacité extraordinaire. Dans l'ascenseur, téléphone, dans la file d'attente, téléphone, dans les transports, téléphone, en attendant que la cafetière chauffe, téléphone, aux toilettes, téléphone. Il n'y a plus un seul moment de vide qui ne soit pas rempli. On a banni l'ennui comme on bannit un inconfort sans se demander s'il avait un rôle. Et on pense que c'est un progrès. Pourquoi s'ennuyer si on peut se divertir ? Mais voilà ce qu'on ne nous a pas dit, l'ennui est fonctionnel. Il a un rôle neurologique précis et en l'éliminant, on a supprimé quelque chose d'essentiel à notre vie intérieure. La neuroscientifique Sandy Mann, de l'Université de Central Lancashire, a passé des années à étudier l'ennui. Et ses résultats sont contre-intuitifs.
Les personnes qui s'ennuient davantage font preuve de plus de créativité. L'ennui force le cerveau à chercher de la stimulation à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Et cette stimulation interne, cette errance mentale, c'est exactement là que naissent les idées originales. Einstein a dit que ses meilleures idées lui venaient sous la douche. C'est pas une coïncidence. C'est le Default Mode Network en action, ce réseau cérébral qui s'active précisément quand on ne fait rien et qui est le siège de l'imagination, de la réflexion sur soi, de la résolution de problèmes complexes. Mais l'ennui a un autre rôle, qu'on oublie encore plus souvent. Il génère le désir, l'envie de faire quelque chose, l'élan vers un projet, vers une personne, vers une activité. Ce n'est pas un hasard si les grandes décisions de vie, changer de travail, voyager, commencer quelque chose de nouveau, émergeant souvent pendant des périodes de calme ou de solitude forcée. Une coupure de courant, un week-end sans plan, une maladie qui t'oblige à rester allongé. Le vide crée la tension. Et la tension crée le mouvement. Sans ennui, il n'y a plus de désir profond. Il y a juste une succession de micro-stimulations qui maintiennent le système en marche sans jamais créer d'élan réel. Ton agenda est plein, ton agenda numérique encore plus, mais quelque chose manque. Une direction, une intention, quelque chose que tu veux vraiment, pas seulement quelque chose que tu regardes. Maxime a 26 ans, il est graphiste à Paris. Il m'a dit quelque chose de troublant. Je passe mes journées à scroller des images pour m'inspirer. Mais j'ai l'impression de ne plus avoir mes propres idées. Comme si les idées des autres prenaient toute la place dans ma tête. Ce qu'il décrit, c'est un cerveau surchargé d'inputs externes, qui n'a plus d'espace pour générer ses propres connexions. L'inspiration ne vient pas de consommer plus de contenu, elle vient du silence qui suit. Il y a aussi quelque chose de plus profond que la créativité. L'ennui nous force à nous confronter à nous-mêmes, à entendre ce qu'on pense vraiment, à ressentir ce qu'on ressent vraiment, sans anesthésie numérique. Et ça, beaucoup de gens l'évitent sans même s'en rendre compte. Pas parce qu'ils ont quelque chose de terrible à affronter, mais parce que le silence intérieur est devenu une sensation étrange, presque inconfortable. On vit dans une civilisation qui a peur du vide. On appelle ça remplir son temps. Mais le vide n'est pas une absence, c'est une condition. La condition dans laquelle le cerveau peut enfin se parler à lui-même. Et si tu ne t'ennuies plus jamais, tu ne t'entends plus jamais. Il y a une expérience qui me revient souvent. Des chercheurs de l'université de Virginie ont demandé à des participants de rester seuls dans une pièce, sans téléphone, sans livre, sans rien, pendant 15 minutes. L'unique option disponible dans la pièce était un bouton qui envoyait une légère décharge électrique, une décharge que les participants avaient testée avant l'expérience et jugée désagréable. Résultat, 67% des hommes et 25% des femmes ont préféré s'infliger la décharge plutôt que de rester assis avec leurs pensées pendant 15 minutes. 67%, ils ont choisi la douleur physique pour éviter le silence intérieur. Ce n'est pas une curiosité de laboratoire, c'est le portrait de notre relation avec nous-mêmes. On a tellement perdu l'habitude d'être en notre propre compagnie que l'idée même d'un quart d'heure sans stimulation externe semble insupportable. Et si on ne peut pas rester 15 minutes avec soi-même, comment peut-on prendre les décisions importantes de notre vie? Comment peut-on entendre ce qu'on veut vraiment? Comment peut-on savoir qui on est en dehors de ce qu'on consomme? Chapitre 5. Ton cerveau avant et après. Maintenant, parlons de ce que tout ça a fait concrètement à ton cerveau. Pas métaphoriquement, anatomiquement. Le cerveau humain est plastique. Ce mot vient du grec et signifie « qui peut être modelé ». La neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau à se modifier en fonction de ce qu'il fait et de ce qu'il vit. Pendant longtemps, les neuroscientifiques pensaient que cette plasticité disparaissait à la fin de l'enfance. Aujourd'hui, on sait que le cerveau reste plastique toute la vie, ce qui est une bonne nouvelle. Mais c'est aussi une mauvaise nouvelle, parce que si le cerveau peut se renforcer, il peut aussi se dégrader. Et des années d'utilisation intensive du téléphone ont des effets documentés sur des structures cérébrales spécifiques. Une étude publiée en 2019 dans le Journal of the Association for Consumer Research scannait le cerveau de 200 personnes et comparait les résultats à leur usage du téléphone. Résultat, plus l'usage était élevé, plus le cortex préfrontal montrait une activité réduite dans les tâches de contrôle de l'impulsion. Le cortex préfrontal, c'est le siège de la pensée rationnelle, de la planification à long terme, du contrôle des impulsions, de la capacité à différer une récompense. C'est la partie de ton cerveau qui dit non quand une partie plus primitive dit oui. C'est ce qui te permet de choisir ce qui compte vraiment plutôt que ce qui te satisfait immédiatement. Et des années de stimulation constante par le téléphone ont littéralement affaibli cette structure. L'hippocampe aussi est concerné. L'hippocampe joue un rôle central dans la mémoire et l'orientation spatiale.
Des études ont montré que les personnes qui utilisent massivement la navigation GPS ont un hippocampe moins actif que celles qui trouvent leur chemin par elles-mêmes. Même principe. Quand une fonction cognitive est systématiquement externalisée, le cerveau la désapprend. Pourquoi maintenir une capacité qu'une machine remplace? Et puis il y a le système dopaminergique lui-même. Avec une stimulation dopaminergique constante et intense, le cerveau fait quelque chose de très logique. Il réduit sa sensibilité. Il diminue le nombre de récepteurs dopaminergiques pour ne pas être submergé. C'est ce qu'on appelle la tolérance, exactement le même mécanisme que dans les addictions aux substances psychoactives. Concrètement, ça veut dire quoi dans ta vie quotidienne? Ça veut dire que les choses qui te procuraient du plaisir avant un repas tranquille, une vraie conversation, un livre, une promenade, un coucher de soleil, commencent à sembler ternes, insuffisantes, pas assez stimulantes. Pas parce qu'elles sont objectivement moins bien, mais parce que ton système dopaminergique est recalibré sur un niveau de stimulation que seul le téléphone peut fournir. Et c'est là que la vraie insatisfaction s'installe. Pas avec le téléphone, avec tout le reste. Avec la vraie vie qui semble soudain trop lente, trop silencieuse, trop peu dense. Mais voici la bonne nouvelle. Et elle est réelle. Le cerveau est plastique dans les deux sens. Ce qui a été dégradé peut être restauré. La neuroplasticité ne fonctionne pas que dans le sens de la détérioration, elle fonctionne dans les deux sens. Des études sur la méditation montrent qu'après seulement 8 semaines de pratique régulière, le cortex préfrontal montre une épaisseur et une activité mesurable augmentée. Des études sur les personnes qui reprennent des activités cognitives exigeantes, lecture profonde, apprentissage d'un instrument, pratique d'une nouvelle langue, montrent des améliorations mesurables en quelques semaines. Une étude publiée dans Nature Neuroscience a suivi des personnes ayant réduit significativement leur usage des réseaux sociaux. Pendant 4 semaines, les scans cérébraux réalisés avant et après montraient une récupération mesurable de l'activité dans le cortex préfrontal, la zone du contrôle des impulsions et de la planification que les années de surstimulation avaient affaibli. 4 semaines, pas 4 ans. Et il y a autre chose que les recherches sur la récupération montrent systématiquement le bien, être subjectif, la façon dont les gens se sentent s'améliore bien avant que les changements neurologiques soient visibles. Les gens dorment mieux, ils se sentent moins anxieux, ils ont l'impression d'être plus présents dans leur vie. Ces effets apparaissent souvent dans les premiers jours. C'est le cerveau qui souffle, qui relâche une tension chronique qu'il maintenait sans que tu t'en rendes compte. Il y a un moment que beaucoup de gens décrivent, quelques jours après avoir réduit leur usage, qu'ils n'auraient pas su anticiper. Un moment dans l'ascenseur, ou dans la file d'attente, ou en attendant un ami, où ils ont simplement regardé autour d'eux, sans téléphone. Juste présent. Et quelque chose dans cette présence-là leur a semblé étrange, puis familier, puis précieux. C'est le cerveau qui recommence à habiter le moment présent. Et ça, aucun écran ne peut le remplacer. Le cerveau récupère, pas en une nuit, pas avec une semaine de détox, mais avec un changement d'architecture progressive, documentée, mesurable. C'est ce dont on va parler maintenant. Chapitre 6. Le reset dopaminergique, ce que c'est vraiment. Le terme dopamine detox est devenu viral ces dernières années. Et comme beaucoup de termes viraux, il a été simplifié jusqu'à en devenir presque inutile. Les articles de blog te disent de couper les réseaux sociaux pendant 30 jours ou de faire une journée sans téléphone une fois par semaine. Ces conseils ne sont pas mauvais, mais ils ratent l'essentiel. Le problème n'est pas la quantité de dopamine. Le problème est la qualité. Laisse-moi t'expliquer. Toutes les sources de dopamine ne se valent pas. Quand tu reçois de la dopamine d'une action qui demande un effort, finir un projet, faire de l'exercice, avoir une vraie conversation, apprendre quelque chose de difficile, cette dopamine est accompagnée d'autres neurotransmetteurs, sérotonine, endorphine, ocytocine. Le cocktail chimique qui en résulte produit quelque chose qu'on peut appeler une satisfaction profonde, durable, quelque chose qui se sédimente. Quand tu reçois de la dopamine d'un scroll ou d'une notification, tu obtiens un pic court, isolé, qui ne laisse rien derrière lui. Et ce pic diminue rapidement parce que le cerveau s'y habitue. La tolérance s'installe. Il t'en faut plus pour le même effet. Et pendant ce temps, ta sensibilité au plaisir simple s'érode. Le but d'un vrai reset dopaminergique n'est pas de supprimer la dopamine, c'est de recalibrer ton seuil de récompense, de rendre ton cerveau à nouveau sensible aux récompenses qui comptent vraiment, celles qui sont ancrées dans le monde réel, dans l'effort, dans la relation humaine. Concrètement, ça se passe en 2 temps. Premier temps, la réduction des stimulations artificielles. Pas leur suppression totale, leur réduction progressive. Les rechutes après les détox totaux sont presque universelles, parce que le cerveau en état de manque cherche une compensation intense. La réduction progressive est neurologiquement plus efficace que l'abstinence brutale. Tu n'es pas en train de punir ton cerveau,
tu es en train de le recalibrer doucement. Deuxième temps, le remplacement par des récompenses à haute valeur, pas faire une promenade comme on te le dit dans tous les articles, mais faire des choses qui créent de la dopamine, plus de la sérotonine, plus du sens. Des activités où il y a un défi, une progression, une récompense réelle, même petite, même lente. Apprendre quelque chose, créer quelque chose, construire quelque chose, connecter vraiment avec quelqu'un. Le psychiatre Andrew Huberman parle de construire une tolérance à la difficulté, pas pour se torturer, mais pour entraîner le cerveau à trouver de la satisfaction dans des choses qui demandent un effort, parce que c'est exactement la compétence que les années de stimulation facile ont érodée. Le chemin le plus court vers la satisfaction n'est jamais le plus profond. Anna a 38 ans, elle est avocate à Genève. Après 3 semaines à réduire progressivement son usage du téléphone et à reprendre une activité qu'elle avait abandonnée, la guitare, elle avait l'impression de retrouver quelque chose qu'elle ne savait pas qu'elle avait perdu. C'est pas de la poésie, c'est son système dopaminergique qui se recalibre, qui retrouve de la sensibilité pour des choses réelles. Le reset n'est pas une punition, c'est une restauration. Et comme toute restauration, ça prend un peu de temps, mais les premiers signes arrivent plus vite qu'on ne le pense parfois en quelques jours. Une légère amélioration de la concentration, un retour de la curiosité, la capacité à rester présent dans une conversation sans que l'esprit parte ailleurs. Ces petits signes sont réels et ils s'accumulent. Il y a quelque chose d'important que je veux souligner ici. Ce processus ne demande pas de la perfection, il demande de la direction. La perfection est l'ennemi du changement réel, parce qu'elle crée des cycles d'échecs et de culpabilité qui épuisent la motivation avant même que les habitudes s'installent. Si tu utilises ton téléphone trop un soir, c'est pas un échec, c'est une donnée. Ce qui compte, c'est la tendance sur plusieurs semaines. Ton cerveau ne mesure pas ton comportement jour par jour. Il mesure ta moyenne. Et chaque décision consciente que tu prends, même imparfaite, même suivie d'un retour en arrière, déplace cette moyenne dans la bonne direction. La progression n'est jamais linéaire. Mais si tu regardes en arrière dans 3 semaines, tu verras quelque chose de différent, quelque chose de réel. Chapitre 7. Reconstruire ton attention. L'attention est ton bien le plus précieux. Pas ton temps, ton attention. Parce que le temps sans attention n'a pas de valeur. Une heure passée physiquement présent mais mentalement ailleurs n'est pas une heure vécue. C'est une heure perdue d'une façon bien plus profonde que si tu avais simplement dormi. Et aujourd'hui, ton attention est la ressource la plus convoitée, la plus achetée, la plus vendue au monde. Voici comment la reprendre. Premier outil, la friction intentionnelle. Le téléphone est addictif en partie parce qu'il est sans friction. Il est dans ta poche. Il s'allume instantanément. Les applications s'ouvrent en 1 seconde. Tout est conçu pour que le chemin entre toi et la stimulation soit le plus court possible. La friction intentionnelle, c'est recréer des obstacles entre toi et ton téléphone. Pas pour te punir, pour donner à ton cerveau le temps d'intervenir. L'impulsion dure environ 3 secondes. Si tu peux insérer un obstacle qui dure plus longtemps que l'impulsion, tu as une chance de décider consciemment au lieu de réagir automatiquement. Exemple concret. Charge ton téléphone hors de ta chambre, utilise un réveil classique, désactive toutes les notifications sauf les appels et les messages directs, mets les réseaux sociaux dans un dossier enfoui à 3 clics de profondeur, utilise une application qui te fait attendre 30 secondes avant d'ouvrir Instagram. Ces 30 secondes semblent insignifiantes. Mais neurologiquement, elles sont énormes. Elles donnent à ton cortex préfrontal le temps de s'activer et de poser la question « Est-ce que je veux vraiment faire ça maintenant ?» Karim a 31 ans. Il est professeur à Toulouse. Il a testé une seule modification, sortir son téléphone de sa chambre la nuit et le remplacer par un réveil classique. En 2 semaines, il lisait à nouveau avant de dormir quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 4 ans. Ce n'était pas de la discipline, c'était de l'architecture. Deuxième outil, le deep work par palier. Cal Newport définit le travail profond comme la capacité à se concentrer sans distraction sur une tâche cognitivement exigeante. Et il dit quelque chose d'important, cette capacité est rare. Et elle devient de plus en plus rare, ce qui la rend de plus en plus précieuse sur le marché du travail et dans la vie créative. Commence avec 20 minutes, pas 1 heure, pas 2. 20 minutes de concentration totale, téléphone dans une autre pièce, notification coupée, une seule tâche. Quand 20 minutes deviennent faciles, quand tu ne sens plus le besoin de vérifier, passe à 30, puis 45, puis 1 heure. Tu entraînes ton cortex préfrontal comme un muscle. Et comme un muscle, il répond à la progression graduelle, pas aux défis impossibles. Troisième outil, les zones sans écran. Désigne des espaces et des moments dans ta vie qui sont physiquement séparés du téléphone. La table du dîner, le lit, la première heure du matin,
les repas avec des gens que tu aimes. Ces zones ne sont pas des punitions, ce sont des sanctuaires. Des espaces où tu existes sans être en train de répondre à des stimulations externes. Des espaces où la vraie vie peut se passer. Quatrième outil, le remplacement analogique. Pour chaque habitude numérique que tu veux réduire, prévois une alternative physique, tactile, présente dans ton espace. Un carnet à côté de ton lit au lieu du téléphone. Un livre dans ton sac au lieu de scroller dans les transports. Une tasse de thé à préparer le matin au lieu d'ouvrir Instagram. Ce n'est pas une métaphore. Le cerveau associe des comportements à des environnements et à des objets. En changeant les objets disponibles dans ton espace, tu changes le comportement par défaut. Tu rends le comportement sain aussi facile que le comportement problématique l'était. Cinquième outil, la règle du un seul écran. Une seule chose à la fois. Pas téléphone, plus télévision. Pas téléphone, plus conversation. Pas téléphone, plus repas. Un seul écran, un seul contexte, une seule présence. Cette règle semble simple. Elle est en réalité révolutionnaire dans un monde où le multitasking est devenu la norme, même si toutes les recherches montrent que le multitasking réduit la qualité de chaque tâche de 30 à 40%. Le multitasking n'est pas une compétence, c'est une illusion. Ce que tu fais réellement quand tu multitasques, c'est switcher rapidement d'une tâche à l'autre avec le coup de commutation à chaque fois. Tu ne fais pas deux choses à la fois, tu fais deux choses à moitié. Sixième outil, le contrat numérique avec toi-même. Pas une liste de règles rigides que tu vas rompre dans 4 jours. Un accord simple et réaliste sur ce que tu veux que la technologie apporte à ta vie et ce que tu veux qu'elle ne prenne plus. 2 questions à te poser. Quelles sont les utilisations de mon téléphone qui m'apportent vraiment quelque chose de l'information utile, du lien avec des gens que j'aime, une compétence que je développe? Et quelles sont les utilisations qui me laissent vide, irritable ou avec l'impression d'avoir perdu quelque chose? Tu n'as pas besoin de supprimer tout ce qui est dans la deuxième colonne d'un coup. Tu as juste besoin de la voir clairement. Et d'y revenir régulièrement, une fois par mois, une fois par trimestre, pour ajuster. Lucas a 34 ans. Il est chef de projet à Nantes. Il a fait cet exercice un dimanche soir et réalisé que les seules utilisations de son téléphone qui lui apportaient vraiment quelque chose étaient les appels à sa famille, la lecture d'articles de fond et quelques groupes WhatsApp avec des amis proches. Tout le reste Instagram, les notifications de news, les jeux ne lui apportaient rien qu'il ne pourrait pas trouver ailleurs, mieux, en moins de temps. Ça n'a pas résolu sa relation au téléphone du jour au lendemain, mais ça lui a donné quelque chose de précieux, une boussole. Ces outils ne fonctionnent pas parce qu'ils t'obligent à plus de discipline. Ils fonctionnent parce qu'ils s'attaquent au vrai problème, l'architecture de ton environnement. Ton comportement n'est pas seulement le produit de ta volonté, il est le produit de ton environnement. Change l'environnement et tu changes le comportement. Pas toujours, pas parfaitement. Mais significativement, chapitre 8. Vivre avec la technologie sans en être l'esclave. Le but de tout ce qu'on a traversé ensemble, c'est pas de te faire jeter ton téléphone dans la Seine. Le téléphone est un outil extraordinaire. Il te donne accès à l'information, à tes proches, à des services qui auraient semblé magiques il y a 20 ans. La technologie a raccourci les distances, démocratisé le savoir, connecté des gens qui ne se seraient jamais rencontrés. Le problème n'est pas le téléphone. Le problème est la relation que tu as avec lui. Et une relation peut être redéfinie. Il y a une distinction importante que le philosophe Albert Borgman a formulée dans les années 80. Il parlait de la différence entre les outils passifs, les appareils qui font quelque chose pour toi de façon invisible et automatique, et les pratiques engageantes, les activités qui demandent ta présence et te donnent en retour un engagement réel avec le monde, avec les autres, avec toi-même. Un téléphone utilisé passivement pour scroller sans intention est un outil passif. Un téléphone utilisé pour appeler ta mère, pour apprendre une nouvelle compétence, pour naviguer vers un endroit où tu vas vivre quelque chose de vrai, c'est quelque chose d'entièrement différent. La différence n'est pas dans l'objet, elle est dans l'intention. La question n'est pas « est-ce que j'utilise trop mon téléphone ?» La question est « est-ce que c'est moi qui utilise mon téléphone ou est-ce mon téléphone qui m'utilise ?» Il y a une façon simple de tester ça. Pendant une semaine, chaque fois que tu prends ton téléphone, pose-toi la question, avant d'agir, pourquoi est-ce que je prends mon téléphone maintenant? Qu'est-ce que je cherche? Est-ce que c'est une décision consciente ou une impulsion? Tu n'as pas besoin de changer ton comportement tout de suite. Observe juste. Note combien de fois tu n'as pas de réponse à cette question. Combien de fois tu prends ton téléphone sans savoir pourquoi. Cette observation seule, ce simple geste de conscience active ton cortex préfrontal. Elle insère un espace entre l'impulsion et l'action. Et cet espace, c'est là que réside ta liberté. Le minimalisme numérique n'est pas une doctrine, c'est une philosophie pratique. Elle dit « utilise la technologie qui sert tes valeurs ». Élimine ce qui les détourne. Pas « utilise moins la technologie », utilise la technologie de façon intentionnelle.
Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Quelles relations? Quel travail? Quelles expériences? Quels apprentissages? Quels moments? Si tu peux répondre à ces questions et si tu peux vérifier honnêtement que ton usage du téléphone sert ces choses, alors tu es dans une relation saine avec la technologie. Et si ce n'est pas le cas, tu sais maintenant ce que tu peux faire. C'est pas une question de discipline, c'est une question d'architecture, de conscience et d'intention. Il y a une image que j'aime pour décrire ce que ça ressemble concrètement de vivre avec la technologie de façon intentionnelle. Imagine que tu as un feu dans ta cheminée. Le feu est clair, il réchauffe, il crée une atmosphère, il est beau et utile. Mais si tu ne l'entretiens pas consciemment, si tu y mets n'importe quoi, n'importe quand, sans attention, il peut s'emballer ou s'éteindre. La technologie est le feu. Toi, tu es la personne qui décide de quoi l'alimenter, quand l'allumer et quand laisser la pièce silencieuse. Personne ne peut faire ça à ta place. Les applications de bien-être numérique ne peuvent pas le faire. Elles sont conçues par les mêmes entreprises qui ont intérêt à ce que tu restes. Les limites imposées par d'autres ne tiennent pas longtemps, parce qu'elles ne viennent pas de toi. Ce qui tient, c'est la compréhension. Ce qui tient, c'est voir clairement ce qui se passe. Et c'est ça que tu emportes avec toi après cet audiolivre, pas une liste de règles, mais une façon différente de voir. Conclusion, ce que tu fais dans les 5 prochaines minutes. Tu te souviens du début de cet audiolivre? Tu te réveilles, ta main cherche ton téléphone, elle le trouve, et tu commences ta journée. Ce rituel n'a pas changé, pas encore. Mais quelque chose a changé ce que tu vois quand tu le fais. Tu vois maintenant la dopamine en action. Tu vois l'anticipation, le ratio variable, la boucle sans fin. Tu vois les ingénieurs qui ont conçu ce moment avec précision. Tu vois ce que ça coûte à ton attention, à ta mémoire, à tes relations, à ton sommeil, à ta capacité de t'ennuyer, de rêver, de désirer quelque chose de vrai. Voir, c'est déjà changé. Pas complètement, pas immédiatement, mais la conscience est le premier acte de liberté. On ne peut pas se libérer de quelque chose qu'on ne voit pas. On ne peut pas décider de quelque chose qu'on ne remarque pas. Et maintenant, tu remarques. Alors voilà ce que je te propose pour les 5 prochaines minutes. Pas une grande résolution, pas un programme en 30 jours, pas une liste de règles à afficher sur ton frigo. Une seule chose, ce soir, charge ton téléphone hors de ta chambre. C'est tout. Un seul changement, une seule nuit. Observe ce que ça produit dans ton corps, dans tes pensées, dans la qualité de ton sommeil. Observe si tu te réveilles différemment. Observe si les premières minutes de ta journée ont une texture différente. C'est pas un sacrifice, c'est une expérience. Et si tu veux aller plus loin, tu sais maintenant comment le faire. Les outils sont là, la compréhension est là, la biologie est de ton côté parce que ton cerveau veut récupérer. Il est fait pour ça. Ce qui manque parfois, c'est juste de commencer par quelque chose d'assez petit pour être réel, assez concret pour être fait ce soir, assez honnête pour ne pas être une promesse qu'on oublie dans 3 jours. Ta liberté ne se gagne pas en une nuit. Elle se construit une décision consciente à la fois, une friction intentionnelle à la fois, un moment de présence à la fois. Et tu as déjà commencé. Tu es allé au bout de cet audiolivre. Tu as écouté, tu as entendu. C'est déjà un geste. À toi de choisir le suivant.